Bien, mes chers amis, bonjour. Merci Corinne pour cette présentation. Merci à nos invités, enfin tous ceux qui sont là. Il y en aura encore d'autres tout à l'heure qui vous seront présentés. Merci de nous faire l'amitié et l'honneur de participer à nos travaux pour nous apporter et vos lumières, votre expertise, mais aussi, on l'espère bien, vos critiques, vos réactions. Car il est entendu que c'est la méthode même de ces forums, nous mettons en débat des réflexions, des propositions pour peu à peu progresser vers ce qui devrait constituer un programme. Alors, le thème du forum de cet après-midi, c'est gouverner face aux banques. Non, gouverner face aux banques, on pourrait croire, il pourrait y avoir un malentendu, on pourrait croire implicitement que cela veut dire que notre diagnostic est que le problème majeur de la crise ou des crises auxquelles nous serons confrontés viendrait d'un complot, d'un univers financier ou des banques. Ça n'est pas notre diagnostic. La théorie du complot des banques, ça n'est pas notre diagnostic. Mais il faut bien prendre les questions comme elles viennent à se poser dans le temps où nous sommes pour tout le monde. Et nous sommes dans un temps où il semble en effet que la spéculation financière a la capacité de déclencher les crises, où les gouvernements semblent dans l'incapacité de financer leurs dettes publiques et leurs biens publics parce que quelques spéculateurs en ont décidé autrement. Et nous sommes bien en un temps où même quand ces gouvernements se réunissent en conclave pour essayer de trouver des solutions, quelles solutions trouvent-ils? Eh bien, c'est se plier finalement aux exigences de ces banques et de ces marchés financiers plutôt que de porter atteinte, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à leur pouvoir et à leur capacité d'intervention. Donc nous sommes bien en un temps où, en effet, peut se poser la question, et se pose la question dans l'opinion, mais bon sang de bonsoir, est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements sont là simplement au service des banques ou sous la tutelle des banques? Est-ce qu'ils ne peuvent plus gouverner? Et comment gouverner face aux banques? C'est bien comme ça que la question vient à se poser aujourd'hui. Mais notre diagnostic, et le diagnostic qui inspire notre réflexion, va bien évidemment bien au-delà. L'origine, pour nous, de la crise que nous traversons, de la crise mondiale aujourd'hui, est d'abord une crise systémique, une crise du système capitaliste financiarisé tel qu'il s'est développé depuis une trentaine d'années, qui trouve sa source d'abord dans la sphère réelle, dans Main Street, comme disent les Américains, et pas uniquement à Wall Street, c'est-à-dire dans l'économie réelle et pas seulement dans l'économie financière, et qui trouve d'abord sa source dans un modèle de croissance et de développement insoutenable parce qu'il est inéquitable, qu'il est injuste, que c'est une croissance inégalitaire qui enlève au travail les moyens d'acquérir les instruments et la capacité d'une vie décente. Et cette contradiction fondamentale du capitalisme, qui est une exploitation, on le sait, de la nature et de la terre, nous avons fait un autre forum sur ce sujet, mais qui est une exploitation intensive du travail, fait que nous avons là une contradiction d'une économie qui ne peut se développer autrement, et qui n'a pu se développer au cours de ces 30 dernières années autrement que par l'inflation de la dette privée, que par de nouvelles opportunités de profit et de rentabilité données au capital par la libéralisation de la finance. Bien, donc d'abord, un modèle de croissance capitaliste qui est insoutenable et qui est la contradiction même du système. Dans ces 30 dernières années, cette contradiction s'est trouvée évidemment associée à une nouvelle, parce qu'autrefois on avait fait autrement, dérégulation et déréglementation assez hallucinante de la finance, puisque dans la phase qui avait précédé, des générations précédentes avaient tiré quelques leçons d'une certaine grande dépression, avaient tiré les leçons justement de la folie de la finance telle qu'elle a pu se déployer à l'occasion de la grande dépression des années 30, et on avait mis en place un certain nombre de régulations et de réglementations de la finance. Nous sommes depuis 30 ans entrés dans une phase
de déréglementation et de dérégulation financière qui ont donné les pleins pouvoirs aux gestionnaires des capitaux, qui ont permis toutes les spéculations les plus folles sans aucun contrôle, et donc qui sont à l'origine évidemment de l'instabilité financière et des crises financières. Et à ceci est ajouté, comme élément complémentaire de ce triptyque qui est crise du modèle de croissance, crise de la finance dérégulée, le libre-échange mondial qui intervient dans la phase ultime comme un moyen justement de supprimer les marges de manœuvre et les marges d'intervention des États, nations et des gouvernements locaux, parce que le libre-échange est une manière de mettre en compétition généralisée et intense les territoires et les peuples, et de soumettre ainsi chacun à des espèces de conduites automatiques qui sont guidées en quelque sorte par l'artificielle nécessité de survivre à la compétition. Et à partir du moment où des pouvoirs politiques, parfois de bonne foi, parfois de manière cynique, admettent l'idée que l'état naturel du monde, c'est qu'il y ait une compétition sauvage absolument sans limite, que ce soit sur le plan de la finance, sur le plan des biens, à l'échelle de la planète, eh bien, à partir du moment où vous avez accepté ce postulat, vous avez accepté l'idée que désormais, en effet, il n'est plus possible de gouverner selon la volonté souveraine d'un peuple, d'une communauté politique qui décide de choisir un système social, un système fiscal, une orientation politique dans ce sens ou dans cet autre. À partir du moment où vous avez admis que la première exigence d'un pays, c'est d'être compétitif dans une compétition brutale mondiale et sans règles, eh bien, vous avez engagé la destruction du politique. Donc voilà le cadre dans lequel nous nous situons, qui constitue en fait le fond qu'il faut toujours rappeler. Alors bien sûr, sur ce fond-là, nous vivons et nous y venons une crise financière mondiale et qui a pris plus récemment une tournure européenne singulièrement inquiétante. On veut nous faire croire, et on a tenté de nous faire croire, que la crise que nous connaissions en Europe, et donc la crise financière, et notamment la fameuse crise de la zone euro, ou la crise de la dette publique, justement est une crise de la dette publique. Oh, certes, il y a des problèmes de financement public ici ou là. Fondamentalement, il faut rappeler que ce que nous appelons aujourd'hui la crise de la dette publique vient d'abord de la crise du capitalisme, de la crise financière et de la crise de la finance privée, et elle vient d'abord de ce qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, la dette publique explose en effet partout, parce que les États ont dû réagir, ou même quand ils ne réagissent pas, sont minés tout simplement par la récession déclenchée par cette crise financière, et que, non content d'être déjà confrontés à des difficultés de finances publiques du fait de la récession qui est liée à la crise économique mondiale, voilà que les gouvernements ont décidé de transformer les dettes privées en dettes publiques, ont décidé de transformer un surendettement privé, une crise venue de la finance privée, en crise de la finance publique. Donc nous ne sommes pas devant une fatalité ou un quelconque complot simplement de banquiers, nous sommes devant une réalité politique. Ce n'est pas la victoire d'un complot de banquiers, c'est la victoire d'une orientation politique particulière qui vient de se manifester dans cette crise, à savoir que, comme il l'avait montré au moment de la crise financière déclenchée aux États-Unis, et comme ils viennent de le montrer au mois de mai dans les fameux plans européens, soi-disant de sauvegarde de la zone euro, la volonté délibérée des gouvernements néolibéraux qui dirigent aujourd'hui l'Europe, ça n'est pas de nous éviter la crise, ça n'est pas de lutter contre la crise, c'est d'instrumentaliser la crise pour faire passer leurs projets politiques. Et donc, ils ont envoyé le message, après on s'étonne qu'il y ait de la spéculation contre la dette publique, ils ont envoyé le message très clairement que les États, les banques centrales seraient toujours là, prêts à intervenir pour sauver la finance privée, pour sauver les banques, pour sauver les spéculateurs, pour éviter que quelqu'un soit victime du défaut de paiement d'un pays ou d'une dette publique, que ça, pour ça, il n'y a pas de problème, ils seraient toujours là pour sauvegarder la finance privée, et que, eh bien, c'est évidemment les finances publiques qui prendraient le relais, donc les contribuables et les citoyens et les travailleurs qui devraient faire tous les sacrifices nécessaires pour assumer le coût de ces crises. Donc le message a été envoyé, il n'y a pas de risque de défaut sur la finance privée. Elle peut faire n'importe quoi, n'importe quelle folie, il y aura toujours des États et des gouvernements pour la sauver. En revanche, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de financement public, il y a un vrai risque de défaut des finances publiques, puisque les États eux-mêmes
se mettent sur le dos une charge qui ne vient pas d'eux. Et donc la spéculation n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas repris en main cette finance. Bien. Donc nous sommes dans une crise de la dette publique qui n'est pas une crise de la dette publique, mais qui est une crise du capitalisme et une crise de la finance privée qu'une certaine politique a décidé de transformer en crise de la dette publique. Dans quel but ? Dans le but, à partir de cette crise artificielle fabriquée de la dette publique, dans le but d'accomplir un projet qui est à l'œuvre depuis une trentaine d'années, mais qui est compliqué à mettre en œuvre en Europe. Ce projet, c'est le projet néolibéral qu'on connaît, qui est le projet d'abaissement de la chose publique, de recul des biens publics, de privatisation des biens publics, de remplacement des assurances sociales en partie, voire en totalité, sauf pour un filet minimum, par des assurances sociales privées. Bref, de l'achèvement de ce que j'ai appelé, à un certain moment, d'un projet de privatisation de l'État, car les États n'ont pas reculé au cours des 30 dernières années. Dans la plupart des grands pays industrialisés, ils se sont développés en poids, même en impôts, figurez-vous. Simplement, c'est leur structure et leur méthode d'intervention qui ont changé, c'est-à-dire que la charge a été de plus en plus reportée sur le travail ou sur des collectivités territoriales. Les bénéfices ont été du côté du capital, les allègements fiscaux du côté du capital. Bref, un changement de nature de l'intervention publique et non pas de niveau. Jamais les États n'ont été aussi puissants, ne sont jamais autant intervenus, n'ont jamais autant guidé l'économie, contrairement à ce que l'on dit, mais ils ont réussi à la mettre quasiment en totalité au service des intérêts privés, des intérêts du capital. Et on le voit bien dans le traitement des crises, puisque quand une crise vient, qui vient justement du côté de la finance privée et du capitalisme privé, comment réagissent-ils? Non pas pour protéger leurs travailleurs, non même pas pour protéger leur économie, figurez-vous, mais simplement pour protéger les intérêts du capital. Donc on a bien là la mise en œuvre, effectivement, d'une privatisation de l'action publique. Simplement, en Europe, c'est compliqué, parce qu'en Europe, vous avez des États qui, traditionnellement, pèsent entre 40 et 50% du PIB, où il y a des traditions de services publics, de protection sociale. Et donc, ces néolibéraux n'ont, jusqu'à une époque récente, pas osé, en réalité, s'attaquer de front et brutalement et sauvagement à cet État-providence, à cet État social, car en dépit de toutes les attaques, il est encore là, et c'est seulement depuis les années 2000 que commence véritablement, à droite, l'attaque frontale de la privatisation des biens publics. Et on voit les résistances, et on voit la difficulté. Et donc, cette crise, curieusement, est une aubaine en quelque sorte, dans ce projet, est une aubaine extraordinaire pour ces gouvernements néolibéraux. Car ce qu'ils ont tant de mal à mettre en œuvre, qui est l'abaissement du bien public au profit de leur projet, de cette société de marché néolibérale, eh bien la crise leur donne une occasion d'imposer la purge qu'ils n'ont pas eu tout à fait le courage politique d'imposer encore brutalement. Ils nous y préparent. C'est une stratégie en deux temps. Dans le premier temps, pendant des années, ils ont troué les caisses de l'État, ils ont troué les caisses des systèmes de protection sociale, ils ont fait de la dépense fiscale. En France, on a perdu à peu près 100 milliards d'euros de recettes fiscales depuis 10 ans. Donc, c'est une politique qui a délibérément creusé les déficits publics et fait exploser la dette publique pour convaincre les populations que nous vivions au-dessus de nos moyens, que nos systèmes sociaux n'étaient pas soutenables et qu'il faudrait bien, à un moment ou à un autre, en passer par la purge des biens publics pour changer de système et changer de modèle. Alors évidemment, la crise tombe à pic, comme dirait mon camarade Laurent Cordonnier qui vient de publier un petit livre, L'économie des tombes à pic. Eh bien, effectivement, voilà une crise qui tombe à pic, parce que cette crise faisant exploser la dette publique dans un contexte qui était déjà celui d'une politique délibérée de mise en difficulté des finances publiques, eh bien, on l'a vu, fournit le prétexte pour une nouvelle cure de rigueur. Cure de rigueur aux effets qu'on peut prédire et qui seront catastrophiques. Car évidemment, quand tous les États se mettent en Europe à se mettre ensemble d'accord pour pratiquer des politiques de rigueur, on se croit revenu au début des années 30, on se dit ils sont devenus fous, ils n'ont retenu aucune leçon de l'histoire, et les voilà que, comme en 1930, ils disent que l'urgence, c'est de supprimer les déficits publics, alors que le déficit public vient de la crise, et que toutes les politiques qui vont vouloir d'urgence réduire le déficit public en faisant des coupes claires dans les dépenses publiques vont avoir pour seul effet de creuser la récession, d'aggraver
d'aggraver la récession et de nous faire courir le risque d'une dépression sérieuse et durable en Europe, avec une explosion du chômage et des conséquences sociales et politiques dont je ne parle pas ici, mais d'autres le feront, qui ne peuvent être que catastrophiques. Bien. Alors, sont-ils devenus fous ? Sont-ce simplement des cyniques qui mettent en œuvre leur politique ou des idéologues qui n'ont qu'un seul logiciel et qui avancent quoi qu'il arrive ? En fait, on n'est pas là pour faire de la psychologie, donc on n'a pas la réponse. On ne sait pas si c'est que ce sont des crétins, des imbéciles monumentaux, des cyniques qui sont tellement au service d'intérêts particuliers qu'ils se fichent pas mal, que ce soit l'effondrement, que ce soit la catastrophe, du moment que ça permet de mettre en œuvre leur programme et leur politique. Mon hypothèse personnelle, malheureusement, c'est que je crains qu'ils soient tout cela à la fois. Qu'ils soient tout cela à la fois des cyniques, à la fois des idéologues qui n'ont qu'un seul modèle en tête et qui s'y tiennent quoi qu'il arrive, et des imbéciles, des crétins monumentaux qui manifestent l'immense régression de l'intelligence qui s'est produite dans ce monde au cours des 30 dernières années. Parce que même quand on est un néolibéral ou un cynique au service d'intérêts particuliers, il y a quand même un moment, un petit instant de lumière où on doit pouvoir se dire « Ah oui, mais là, peut-être que si on va dans ce sens-là, de toute façon, on va tous y passer. » Parce que quand vous déclenchez la catastrophe finale, totale, le grand chaos social, ils devraient savoir que ça ne se finira pas bien pour eux non plus. Car il y a bien un moment, l'histoire nous l'apprend, où quand les riches poussent trop loin le bouchon de la colère populaire, ils finissent la tête au bout d'une pique. Alors, il y a donc un défi aujourd'hui, et c'est ce défi que nous mettons en débat. Il y a donc aujourd'hui un défi pour des gouvernements de transformation sociale. C'est face à cet état de crise, à cette déréglementation totale de la finance et des marchés qui leur donne ce pouvoir de déclencher un tel chaos, face à des politiques qui sont, semble-t-il, déterminées à ne rien changer au système, qu'est-ce que des forces progressistes de gauche ont à proposer pour remettre ce monde dans un autre ordre de marche, et notamment sur la question de la réorganisation de la finance privée, des finances publiques, et sur la question de savoir comment un gouvernement de gauche qui arriverait au pouvoir dans n'importe quel pays, mais notamment dans le nôtre, pourrait être en capacité d'avoir les marges de manœuvre pour gouverner indépendamment des banques. Et donc, c'est ce que nous mettons aujourd'hui en débat, avec une philosophie quant au principe. Je ne vais pas détailler, évidemment, toutes les propositions que nous faisons, puisqu'elles sont, d'une part, dans un premier état de document de travail, dans un document qui vous a été tous remis et qui est là pour être discuté et amendé, et puis que je vais laisser le soin aussi à nos experts invités de nous faire part de leur vision de la chose. Simplement indiquer, pour finir cette introduction, les pistes qui nous inspirent et la problématique telle qu'elle se pose. Bon. D'abord, le principe qui nous inspire, ne l'oublions jamais, c'est simplement celui de la souveraineté populaire, celui de la démocratie. Donc, même quand nous réfléchissons à une question apparemment technique, qui est savoir comment on réforme par exemple la finance ou les finances publiques, nous ne perdons pas de vue que ce qui importe pour nous, c'est de savoir dans quelles conditions une communauté politique constituée par des citoyens qui désignent un gouvernement à travers des élections ont la capacité, parce que ce sont eux les seuls souverains, ont la capacité de voir être mis en œuvre ce qu'ils considèrent être comme allant dans l'intérêt général. Il en va pour la finance comme pour de n'importe quel autre sujet, c'est ça le principe qui nous inspire. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est devenu totalement non démocratique et antidémocratique, puisqu'à travers cette déréglementation de la finance, à travers la façon dont fonctionne l'Union européenne sans harmonisation fiscale et sociale, on sait très bien que le libre-échange, la déréglementation de la finance, c'est simplement l'instrument, et on le voit, qui permet la mise en œuvre quasi automatique et programmée de politiques sociales bien particulières, il faudrait dire antisociales, c'est-à-dire à travers le dumping fiscal, le dumping social et les conditions exigées par les financiers pour bien vouloir financer la dette publique, on voit bien que c'est une véritable tutelle des marchés financiers,
des banques et des intérêts du capital qui se met en place, c'est-à-dire que ce sont des forces de marché, c'est l'état de la compétition mondiale qui va dicter maintenant au territoire quel devrait être leur système fiscal, quel devrait être leur système social, et bien évidemment, ceci est parfaitement inacceptable, sauf si on a d'ores et déjà renoncé à la démocratie. En démocratie, c'est aux citoyens de décider ce que doit être leur système fiscal, leur système social, et c'est même à eux de décider à quoi doit servir la finance privée. Et donc j'y viens. La finance privée doit être au service de l'intérêt général. Elle doit être au service d'un financement stable, sécurisé, adéquat, adapté de l'économie nationale et des échanges internationaux. Et donc c'est un bien public. Et un bien public doit être contrôlé et géré par des forces publiques et des institutions publiques. Donc évidemment, la piste de réflexion que nous mettons en œuvre et que nous soumettons sur ce sujet est bien évidemment celle d'une reprise en main par les pouvoirs publics de la production des biens et des services financiers ou de l'orientation et du cadrage de la production de ces biens et de ces services financiers par des institutions privées. Bien. Alors, nous avons deux temps. Un premier temps ici qui est centré sur la réforme financière et un second après qui sera plus tourné vers la question des marges de manœuvre financières des États ou des marges de manœuvre d'action d'un gouvernement qui arrive au pouvoir dans le contexte où nous sommes. Dans cette première partie, évidemment, il y a trois types de questions qui nous intéressent particulièrement. C'est qu'est-ce qu'on doit faire en matière d'opérateurs financiers, c'est-à-dire en matière de banques, d'institutions financières, etc. C'est-à-dire, est-ce que ces banques doivent devenir publiques? Est-ce qu'il y a une place pour un système financier privé avec un pôle public? Quels sont les opérateurs autorisés à intervenir sur des marchés, par exemple? Est-ce qu'il faut revenir sur ce que nous pensons sur le décloisonnement total des activités financières, et revenir à une séparation entre ce qui est de la banque d'affaires, de la banque de dépôt, de l'assurance, etc. Bon, il y a toutes ces questions d'abord relatives donc comment on reconstruit à proprement parler les structures financières et des bancaires. Il y a une deuxième ligne de réflexion qui concerne évidemment tous les instruments financiers. Donc nous prononçons, et il faut évidemment aménager ensuite les propositions de manière opérationnelle, nous proposons de remettre en cause la titrisation, qui est un instrument fondamental, on le sait, de déclenchement des crises que nous avons eues récemment, de remettre en cause, si ce n'est la totalité, mais beaucoup des produits dérivés, qui sont aussi une source de spéculation inutile, de limiter considérablement les effets de levier qui permettent par le simple endettement finalement de mener des opérations spéculatives, de remettre en cause les modes aussi de crédit à la consommation qui poussent aujourd'hui au surendettement. Bref, une reprise en main des instruments financiers avec un principe un peu général qui est que contrairement à ce qui se passe normalement en termes juridiques, à savoir que dans une république, tout ce qui n'est pas explicitement interdit aux individus est supposé être permis, en disant que peut-être en matière de finances, c'est le principe inverse qui devrait s'appliquer, à savoir que tout ce qui n'est pas explicitement autorisé et cadré par la puissance publique est présumé interdit. Vous devez demander la permission avant pour savoir ce que vous avez le droit de faire. Je dirais voilà une philosophie en matière d'instruments financiers et d'innovation financière. Ensuite, troisième piste évidemment de réflexion, après les opérateurs, les instruments avec lesquels ils travaillent, il y a la question des marchés financiers, de l'organisation des marchés financiers, de leur degré de liberté et de réglementation. Donc bien évidemment, nous prononçons sur le fait que d'abord les opérateurs qui interviennent sur ces marchés doivent être autorisés à le faire, donc il faut un agrément public pour intervenir sur des marchés financiers. Nous voulons des marchés organisés, pas des marchés de gré à gré où chacun fait ce qu'il veut dans son coin, des marchés organisés qui soient tous soumis aux mêmes règles et aux mêmes réglementations. Donc nous voulons bien évidemment une re-réglementation très stricte des transactions financières. Nous voulons qu'un certain nombre de transactions soient interdites, purement et simplement, comme par exemple les transactions financières entre l'Union européenne et des places offshore, des paradis fiscaux. Nous voulons qu'on rétablisse un contrôle tout simplement public des mouvements internationaux de capitaux et une taxation de ces transactions financières internationales, bref, et plein d'autres choses.
Et au niveau européen, comme nous ne sommes pas tout à fait irréalistes et que nous pensons bien qu'il y aura quelques difficultés d'entrée de jeu à 27 à convenir de la bonne régulation financière qui devrait être mise en place en Europe, il ne faut pas s'arrêter à cela car il y a urgence. Nous devrions considérer eh bien, que si quelques pays sont disposés à mettre à place entre eux un espace de régulation financière renforcé, il faut le faire, il faut avancer dans ce sens-là, dans le sens qu'il existe au moins en Europe un espace où on ne peut pas faire n'importe quoi, en matière de finances, donc un espace financier régulé et solidaire entre les pays européens qui veulent avancer dans ce sens. Alors c'est de ces questions de la réforme financière à proprement parler que nous allons plus discuter dans ce premier temps. Et dans le deuxième temps, deuxième séance qui sera présidée par Martine Billard, il sera question des marges de manœuvre d'un gouvernement. Je termine, une minute, justement sur la perspective européenne dans laquelle nous situons ce débat. Délibérément, vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ont lu le texte, il n'y a pas une section spécifique qui a été réservée notamment à la question de notre rapport à l'Union monétaire européenne, à la zone euro, au débat qu'il y a aujourd'hui sur l'euro, même si ça en fait partie et ça apparaît aussi dans le texte. D'une part parce qu'on ne peut pas tout régler en un seul temps, en un seul moment, et dès qu'on touche à des questions économiques et financières, par définition, comme elles sont interdépendantes, il faudrait traiter de tout. Donc de même que nous devrons aussi mener une réflexion, par exemple, plus axée sur la question du libre-échange et de la réorganisation du commerce international, nous devrons très certainement mener et probablement organiser aussi un forum dédié à la question de notre rapport à la zone euro, à la question de la monnaie unique et au fonctionnement de l'union monétaire en Europe. Et on ne pouvait pas évidemment tout régler ici. Simplement, là encore, une question de philosophie et d'orientation. Il est clair qu'un gouvernement progressiste qui arriverait au pouvoir aurait immédiatement à s'affronter à la question de savoir quel rapport il a au texte européen et aux contraintes européennes qui s'imposent, du fait des statuts de la Banque centrale, du fait de tout ce qui est inscrit dans les traités en matière de finances en particulier. La perspective démocratique, du principe démocratique que j'ai évoqué tout à l'heure et qui est la nôtre, nous amène, je pense, à pouvoir dire ceci. Nous inscrivons, à l'heure qu'il est, l'action et la perspective, en tout cas du parti de gauche, dans le cadre de l'Union européenne, et si possible, dans le cadre de l'Union monétaire européenne. Mais, en raison du principe premier que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui de la démocratie, il est clair qu'à partir du moment où il est avéré, depuis maintenant au moins une quinzaine d'années au minimum, que l'Union européenne vient à être l'instrument qui permet de passer au-dessus des peuples pour mettre en place des politiques ou des transformations ou des réformes des systèmes fiscaux et sociaux qui ne sont pas souhaités et qui ne sont délibérés nulle part et qui ne sont décidés par aucun vote et par aucun suffrage populaire, jusqu'au point même que même quand on consulte les citoyens par le suffrage populaire, on s'assied dessus et on fait comme si cela n'avait pas existé, alors nous disons qu'aujourd'hui, tel qu'est parti l'Union monétaire européenne et telle que fonctionne l'Union européenne, elle a un fonctionnement qui est antidémocratique. Et donc nous voulons continuer à nous inscrire dans le cadre de ce projet européen, bien évidemment, mais que notre projet, c'est évidemment une refondation de ce fonctionnement de l'Union européenne. Et donc la première chose que devrait commencer par dire un gouvernement progressiste arrivant au pouvoir, c'est qu'il s'inscrit dans ce projet européen, mais qu'il n'est pas question pour lui de renoncer au programme présenté aux électeurs et défendu devant les électeurs, comme M. Papandréou avait présenté un programme devant ses électeurs en Grèce, et une fois arrivé au pouvoir, en raison de telle ou telle pression de marché financier ou en raison de telle ou telle crise financière, se trouver dans l'incapacité de mettre en œuvre son programme. Ce qui veut dire que nous situons dans une perspective où nous acceptons l'idée de ne pas respecter à la lettre les traités, de ne pas appliquer
telle ou telle disposition des traités, telle ou telle directive européenne pour pouvoir mettre en œuvre ce programme. Évidemment, ça fait partie des éléments que nous soumettons à la réflexion, car là, nous serons face à une question délicate, à la fois sur le plan technique comme sur le plan politique, qui est de savoir comment on gère cette reprise nécessaire des marges de manœuvre d'un gouvernement, en sachant que nous ne nous situons pas dans une perspective de sortie de l'Union européenne, mais dans une perspective de sauvegarde du projet européen. Mais probablement que le meilleur moyen, dans le temps où nous sommes, de sauvegarder ce projet européen, c'est que quelque part en Europe, il y ait au moins un pays, au moins un gouvernement, et si possible 2, 3 ou 4, qui ait le courage de créer le rapport de force et de dire que la condition pour sauver ce projet européen, c'est qu'on accepte de remettre sur la table de négociation un certain nombre de choses et que être dans l'Union européenne, c'est pas y être comme des esclaves qui disent « Ah ben non, si on ne peut pas être d'accord à 27, alors nous ne ferons rien ». Donc il faudra des gouvernements qui aient le courage de dire « Eh bien nous ne sortons pas de l'Union européenne, mais nous sortons de l'application de traités de l'Union européenne à partir du moment où ils sont antidémocratiques et fondamentalement contraires à l'intérêt général des Européens ». Et je vous assure qu'à ce moment-là, personne ne nous chassera de l'Union européenne et que le temps des négociations sera ouvert. Merci.